Le regard suppliant du lynx qui poursuivait son ambulance figea Thomas sur place, défiant tout ce qu'il croyait savoir sur les prédateurs sauvages. Ce que cette créature désespérée tentait de lui montrer dans les profondeurs glacées de la forêt allait déchirer la frontière entre leur monde à jamais. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où vous regardez. Commençons. Sous un ciel gris de février, la neige tombait en flocons épais sur les routes sinueuses des Alpes françaises. Le silence hivernal n'était interrompu que par le hurlement lointain d'une sirène d'ambulance qui se frayait un chemin à travers la tempête. À l'intérieur du véhicule, Thomas Moreau, ambulancier depuis 15 ans, gardait les yeux rivés sur la route, ses mains gantées serrant fermement le volant, tandis que sa collègue, Élise Durand, s'occupait d'un randonneur hypothermique à l'arrière. « On sera à l'hôpital de Grenoble dans 20 minutes si cette fichue neige ne s'intensifie pas », lança Thomas, son regard alternant entre la route et le rétroviseur, où il pouvait apercevoir Élise administrer une perfusion au patient. C'est alors qu'une ombre furtive traversa la route, obligeant Thomas à freiner brusquement. L'ambulance dérapa légèrement avant de s'immobiliser en travers de la chaussée déserte. « Tout va bien là derrière ?» s'enquit-il, le cœur battant. « Ça va », répondit Élise. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Thomas scruta l'obscurité naissante. « J'ai cru voir un animal traverser, probablement un renard ou... » Ces mots se perdirent dans sa gorge. Là, à quelques mètres devant l'ambulance, illuminé par les phares, se tenait un lynx. Pas n'importe quel lynx, un spécimen magnifique, au pelage tacheté et aux oreilles surmontées de touffes noires caractéristiques. L'animal ne bougeait pas, ses yeux d'ambre fixés sur le véhicule avec une intensité presque humaine. « Mon Dieu !» murmura Thomas. En 20 ans dans cette région montagneuse, il n'avait aperçu un lynx qu'à 2 reprises, et jamais d'aussi près. Mais ce qui se passa ensuite défia toute logique. Au lieu de s'enfuir, comme l'aurait fait n'importe quel animal sauvage face à un véhicule, le lynx s'approcha de l'ambulance. Ses mouvements étaient hésitants, presque désespérés. « Thomas, on doit reprendre la route », insista Élise depuis l'arrière. « Le patient est stable, mais il a besoin de soins hospitaliers rapidement. » Thomas acquiesça, mais quelque chose dans le comportement du lynx le troublait profondément. L'animal émit un miaulement étrange, puis se mit à faire des allers-retours devant l'ambulance, comme s'il tentait de communiquer. « Juste 1 minute », répondit Thomas, sortant son téléphone pour filmer ce comportement inhabituel. Il travaillait occasionnellement avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, documentant les rares observations de grands prédateurs dans la région. Tandis qu'il filmait, le lynx s'approcha encore, s'arrêtant à moins de 2 mètres du pare-choc. C'est alors que Thomas remarqua quelque chose d'anormal. L'animal boitait légèrement et son flanc gauche présentait une tache sombre qui ne semblait pas naturelle. « Il est blessé », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Élise. Reprenant ses esprits, Thomas remit le contact. Le lynx recula, mais au lieu de disparaître dans les bois comme Thomas s'y attendait, il se mit à suivre l'ambulance qui reprenait lentement sa route. « Tu ne vas pas croire ce que je vois », dit Thomas à sa collègue. « Le lynx nous suit. »« Quoi ? Tu plaisantes ? » ?»« Non, il court juste derrière nous. Je n'ai jamais vu ça. » Thomas accéléra légèrement, mais le félin intensifia sa course, déterminé à ne pas perdre de vue le véhicule. « On ne peut pas s'arrêter maintenant », décida Thomas après avoir consulté l'état du patient dans le rétroviseur. « Je vais appeler Marc en arrivant à l'hôpital. Il saura quoi faire. » Marc Lavoine était garde forestier et ami de longue date de Thomas. Si quelqu'un pouvait comprendre ce comportement inhabituel et aider l'animal blessé, c'était lui. L'ambulance poursuivit sa route pendant plusieurs kilomètres, le lynx la suivant avec une détermination surprenante. Même lorsque Thomas dut accélérer dans les portions moins enneigées, le félin continuait sa poursuite, visible dans les rétroviseurs. « C'est insensé »,
marmonna Thomas. On dirait qu'il veut qu'on le suive quelque part. À 10 minutes de l'hôpital, dans une portion rectiligne bordée de forêts denses, Thomas prit une décision qui allait à l'encontre de tous les protocoles. Il ralentit, puis s'arrêta sur le bas-côté, laissant le moteur tourner. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama Élise, alarmée. « Le patient est stable, on peut prendre 2 minutes, je dois comprendre ce qui se passe avec ce lynx. » Avant qu'Élise ne puisse protester, Thomas était déjà sorti, refermant doucement la portière derrière lui. Le lynx s'arrêta à une vingtaine de mètres, haletant. Maintenant qu'il le voyait clairement, Thomas était certain que l'animal était blessé. Son pelage sur le flanc gauche était poisseux, probablement de sang. Thomas s'accroupit lentement, essayant d'adopter une posture non menaçante. « Hey, tout doux !» murmura-t-il. À sa grande surprise, le lynx s'approcha, émettant ce même miaulement plaintif qu'il avait entendu plus tôt. Puis, après avoir semblé jauger la situation, l'animal fit quelques pas en direction de la forêt avant de s'arrêter et de regarder Thomas comme pour l'inviter à le suivre. « Il veut nous montrer quelque chose », réalisa Thomas. À cet instant, Élise le rejoignit, enveloppé dans sa parka d'ambulancier. Le patient dort. Ses constantes sont bonnes, mais on ne peut pas rester longtemps. « Regarde », dit simplement Thomas en pointant le lynx qui attendait, son regard ambré fixé sur eux avec une intensité troublante. « C'est inhabituel », admit Élise, qui avait grandi à la campagne et connaissait suffisamment la faune locale pour savoir que les lynx évitaient normalement tout contact humain. Le félin fit quelques pas supplémentaires vers la forêt, puis s'arrêta à nouveau, tournant la tête vers eux. « Il veut qu'on le suive », affirma Thomas. Puis, sortant son téléphone, il composa le numéro de Marc. « Je dois savoir ce qui se passe. » La conversation fut brève. Marc, intrigué et inquiet, promit de les rejoindre en moins de 15 minutes. En attendant, il conseilla à Thomas de ne pas suivre l'animal seul dans les bois. « On fait quoi pour le patient ?» demanda Élise, tiraillée entre son devoir professionnel et l'étrange situation qui se déroulait sous ses yeux. Thomas réfléchit rapidement. « Tu prends le volant et tu l'emmènes à l'hôpital. Je reste ici avec le lynx en attendant Marc. Il me ramènera ensuite. » Élise hésita. « Tu es sûr ? C'est un animal sauvage, Thomas. Blessé qui plus est. Ça pourrait être dangereux. »« Je resterai à distance, » promit-il. « Mais je ne peux pas l'ignorer. Quelque chose ne va pas. Je le sens. » Après un dernier regard vers le félin qui continuait de les observer avec une patience étonnante, Élise acquiesça à contre-cœur. « D'accord. Mais tu m'appelles dès que Marc arrive, compris ?» Thomas hocha la tête, et après un dernier échange, Élise reprit le volant de l'ambulance qui disparut bientôt au tournant, sirène éteinte pour ne pas effrayer davantage l'animal. Resté seul avec le lynx, Thomas sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid hivernal. L'animal le fixait toujours, comme s'il évaluait ses intentions. Puis, semblant avoir pris une décision, il s'enfonça de quelques mètres dans la forêt avant de s'arrêter à nouveau, attendant visiblement que Thomas le suive. « Je dois être complètement fou », marmonna l'ambulancier en remontant la fermeture éclair de sa parka. Il activa la lampe torche de son téléphone et, avec prudence, s'engagea sur les traces du lynx, les questions se bousculant dans son esprit. Qu'est-ce qui pouvait pousser un prédateur solitaire, connu pour sa méfiance envers les humains, à rechercher leur aide aussi délibérément? Et surtout, vers quoi ce félin désespéré tentait-il de le guider? Thomas progressait avec précaution dans la neige profonde, suivant les traces du lynx qui s'enfonçait plus avant dans la forêt. La nuit tombait rapidement, et les ombres des sapins s'allongeaient autour de lui, créant un labyrinthe noir et blanc. Seule la lumière de son téléphone éclairait son chemin, projetant un faisceau tremblotant sur le manteau neigeux. « Où m'emmènes-tu » murmura-t-il, son souffle formant de petits nuages de vapeur dans l'air glacial. Le lynx s'arrêtait régulièrement,
se retournant pour s'assurer que l'homme le suivait toujours, avant de reprendre sa progression. Il boitait de plus en plus, et Thomas pouvait maintenant distinguer clairement une blessure sur son flanc gauche, une plaie ouverte qui saignait encore légèrement. Mais ce n'était pas vers un refuge que l'animal semblait se diriger, il avait un but précis. Après environ 10 minutes de marche, ils atteignirent une petite clairière. Le lynx s'arrêta au bord, comme hésitant soudain. Thomas s'immobilisa à quelques mètres derrière lui, respectant la distance de sécurité. C'est alors qu'il l'entendit, un faible miaulement qui ne venait pas du lynx devant lui. Thomas balaya la clairière avec la lumière de son téléphone, et ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Au centre de l'espace dégagé, les restes d'une cabane de chasseurs à moitié effondrée se dressaient comme une dent cassée. Et devant cette structure délabrée, à moitié enfoncée dans la neige, se trouvait un homme immobile. « Mon Dieu !» s'exclama Thomas en se précipitant, toute prudence oubliée. L'homme était étendu sur le dos, une jambe formant un angle inquiétant. Son visage pâle était partiellement couvert de neige, mais Thomas pouvait voir qu'il respirait encore, sa poitrine se soulevant faiblement sous sa veste de montagne. À côté de lui, niché contre son cou comme pour lui apporter un peu de chaleur, se trouvait un petit lynx, un chaton pas plus gros qu'un chat domestique. Le lynx adulte, une femelle, Thomas en était maintenant certain, s'approcha prudemment, émettant un doux miaulement, auquel le chaton répondit immédiatement. La mère lynx s'approcha alors du petit et commença à le lécher, tout en gardant un œil méfiant sur Thomas. « Tu m'as amené ici pour sauver ton petit. Et cet homme ?» réalisa Thomas, abasourdi par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il s'agenouilla près du blessé, notant immédiatement les signes d'hypothermie sévère. L'homme avait probablement passé plusieurs heures dans la neige, et sans la chaleur corporelle du petit lynx blotti contre lui, il aurait sans doute déjà succombé au froid. Thomas retira ses gants et pressa 2 doigts contre la carotide du blessé, sentant un pouls faible mais régulier. L'homme émit un gémissement, ses paupières frémissant légèrement. « Je suis secouriste », dit Thomas d'une voix calme et assurée. « Vous êtes blessé, mais de l'aide arrive. Pouvez-vous me dire votre nom ?» Les yeux de l'homme s'ouvrirent difficilement, révélant un regard bleu désorienté. « Laurent », murmura-t-il d'une voix rauque. « Laurent Meunier. »« Bien, Laurent. Je m'appelle Thomas. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Laurent grimaça de douleur en essayant de bouger. « Je faisais des photos, suivi les traces d'un lynx, puis la cabane. J'ai glissé du toit en voulant un meilleur angle. » Il s'interrompit, sa respiration laborieuse. « Ma jambe, cassée. Impossible de bouger. Mon téléphone, pas de réseau. » Thomas hocha la tête, commençant à comprendre. « Et les lynx ?» Les yeux de Laurent s'éclairèrent légèrement. « La mère, blessée par un piège. Illégal. J'ai réussi à la libérer, mais elle s'est enfuie. Le petit est resté avec moi. » Il tendit une main tremblante vers le chaton qui n'avait pas quitté sa position. Il m'a gardé au chaud. Thomas sortit son téléphone pour appeler Marc, mais constata qu'il n'avait aucun signal. Il devait trouver un moyen d'alerter les secours ou de transporter Laurent jusqu'à la route. Mais avec une jambe cassée et l'hypothermie, déplacer le blessé serait extrêmement risqué. « Je vais vous examiner », dit-il en commençant à palper délicatement la jambe blessée de Laurent. La fracture était évidente, un tibia cassé qui, heureusement, n'avait pas percé la peau. Mais l'immobilisation dans le froid pendant plusieurs heures avait considérablement aggravé la situation. Laurent avait besoin de soins médicaux urgents. Thomas retira sa parka et en couvrit Laurent, ne gardant que son pull thermique. Il savait que l'hypothermie était le danger le plus immédiat. « Je dois retourner à la route pour appeler des secours », expliqua-t-il. « Je vais revenir avec de l'aide, je vous le promets. » Laurent agrippa faiblement son bras. Les lynx, protégez-les. Des braconniers dans le coin,
le piège. Thomas jeta un regard vers la mère lynx qui s'était allongée à quelques mètres, léchant sa blessure. La plaie sur son flanc correspondait bien aux marques que pouvaient laisser les mâchoires métalliques d'un piège à loup, un dispositif strictement interdit en France. « Je m'occuperai d'eux aussi », assura Thomas. « Mais vous êtes ma priorité. » Au moment où il s'apprêtait à se relever, un faisceau de lumière balaya la clairière et une voix familière appela « Thomas, tu es là ?»« Marc, par ici !» cria Thomas, soulagé. Le garde forestier apparut à la lisière de la clairière, une puissante lampe torche à la main et un sac à dos médical sur l'épaule. Il s'immobilisa brièvement en voyant la scène, Thomas agenouillé près d'un homme blessé et 2 lynx à proximité. « Je savais que quelque chose clochait quand tu m'as parlé du comportement de ce lynx, » dit Marc en s'approchant rapidement, « mais je ne m'attendais pas à ça. »« Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Thomas. « J'ai suivi vos traces dans la neige, » répondit Marc en s'agenouillant à son tour près de Laurent. « Et j'ai croisé ton amie ambulancière sur la route. Elle m'a expliqué la situation. » Marc examina rapidement Laurent, confirmant le diagnostic de Thomas. Fracture du tibia et hypothermie sévère. On ne peut pas le déplacer sans civière. Il sortit une couverture de survie de son sac et en enveloppa Laurent, avant d'activer plusieurs sachets chauffants qu'il plaça stratégiquement autour du corps du blessé. « J'ai prévenu les secours en montagne avant de partir », expliqua Marc. « Ils devraient être en route avec l'hélicoptère, mais avec cette météo... » Comme pour confirmer ses paroles, la neige recommença à tomber, de gros flocons dansant dans le faisceau de sa lampe. « Et pour eux ?» demanda Thomas en désignant les lynx. Marc observa les 2 félins, son visage trahissant à la fois de l'émerveillement et de l'inquiétude professionnelle. Le petit a l'air en bonne santé, mais la mère est clairement blessée. Il faudra les amener au centre de soins de la faune sauvage. Laurent dit qu'elle s'est prise dans un piège à loup, expliqua Thomas. Il l'a libérée avant de se blesser. Marc fronça les sourcils. Des pièges à loup ici, c'est illégal depuis des décennies. Il faudra enquêter sur ça. Pendant qu'il parlait, la mère lynx s'était rapprochée de son petit, qui avait enfin quitté le cou de Laurent pour rejoindre sa mère. Les 2 félins se tenaient maintenant à une distance prudente, observant les humains s'affairer autour du blessé. « On dirait qu'elle comprend que nous sommes là pour aider », murmura Thomas, impressionné par l'intelligence apparente de l'animal. « Les lynx sont des créatures extraordinaires », acquiesça Marc. Mais un comportement comme celui-ci, chercher délibérément l'aide humaine, c'est sans précédent. Cette femelle a dû établir une sorte de lien avec Laurent quand il l'a libéré du piège. Laurent, qui était resté silencieux, ouvrit à nouveau les yeux. Ils sont protégés. Les lynx, espèce menacée. Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, dit doucement Thomas. Concentrez-vous sur votre respiration. Le rugissement lointain d'un moteur d'hélicoptère leur parvint soudain, étouffé par la neige qui tombait. « Les renforts arrivent », annonça Marc avec soulagement. Il sortit une fusée de détresse de son sac et l'alluma, projetant une lueur rouge dans le ciel nocturne pour guider les secouristes. « Qu'est-ce qui va se passer pour eux ?» demanda Thomas en observant la mère lynx qui, malgré sa blessure, veillait attentivement sur son petit. « Le protocole voudrait qu'on les capture et qu'on les emmène au centre de soins, » expliqua Marc. « Mais... ce comportement est tellement inhabituel que j'hésite. Cette femelle a délibérément cherché de l'aide humaine, ce qui suggère un niveau de raisonnement qu'on n'associe pas normalement aux félins sauvages. » Marc semblait fasciné par cette énigme comportementale. « J'ai passé ma vie à étudier la faune de ces montagnes et jamais je n'ai vu quelque chose de comparable. » Le bruit de l'hélicoptère se rapprochait et bientôt le puissant faisceau d'un projecteur balaya la clairière, faisant fuir les lynx vers la lisière de la forêt. La mère hésita un instant, regardant en direction de Laurent comme si elle voulait s'assurer une dernière fois qu'il était entre de bonnes mains avant de disparaître dans les ombres avec son petit. Thomas les regarda partir avec un mélange d'émerveillement et de regret.
J'espère qu'ils s'en sortiront. Je vais les retrouver, promit Mark alors que l'hélicoptère commençait sa descente, soulevant un tourbillon de neige. Cette histoire ne fait que commencer. L'hélicoptère du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, se posa difficilement dans la clairière, ses pales soulevant un tourbillon de neige qui obligea Thomas et Mark à se protéger les yeux. 2 secouristes en combinaison orange en descendirent, transportant une civière spéciale et du matériel médical. « Par ici !» cria Mark en faisant de grands signes avec sa lampe torche. Les secouristes traversèrent rapidement la clairière et prirent immédiatement en charge Laurent. L'un d'eux, une femme au visage décidé, se présenta brièvement. « Capitaine Moreau, PGHM. Comment s'appelle la victime ?»« Laurent Meunier », répondit Thomas. « Photographe animalier, fracture du tibia et hypothermie sévère. Il est resté exposé plusieurs heures. » Tandis que les secouristes stabilisaient Laurent et le préparaient pour le transport, Thomas expliqua rapidement les circonstances extraordinaires de sa découverte. La capitaine Moreau haussa les sourcils, mais ne fit aucun commentaire sur l'histoire du lynx guidant délibérément un humain. Elle avait des priorités plus urgentes. « On décolle dans 5 minutes », annonça-t-elle finalement. « Il y a de la place pour l'un de vous si nécessaire. » Thomas et Mark échangèrent un regard. « Allez-y sans nous », décida Mark. « Nous avons un autre sauvetage à effectuer. » La capitaine acquiesça sans poser de questions supplémentaires, habituée à l'engagement des gardes forestiers envers la faune sauvage. Alors que les secouristes soulevaient la civière, où Laurent était maintenant sanglé et perfusé, celui-ci agrippa faiblement le bras de Thomas. « Les lynx », murmura-t-il, son regard fiévreux mais déterminé. « Sauvez-les. Les braconniers. Ils posent des pièges partout dans le secteur nord. J'ai des photos sur mon appareil. » Thomas jeta un œil à l'appareil photo professionnel qui pendait toujours au cou de Laurent. « On s'en occupe, promit-il. Reposez-vous maintenant. » Laurent hocha faiblement la tête avant d'être emmené vers l'hélicoptère. Quelques minutes plus tard, l'appareil s'élevait au-dessus de la clairière, emportant le photographe blessé vers l'hôpital de Grenoble. Thomas et Mark restèrent un moment silencieux, regardant les lumières de l'hélicoptère disparaître dans la nuit neigeuse. Puis Mark se tourna vers la forêt sombre, où les lynx s'étaient enfoncés. « On a du pain sur la planche », dit-il en rajustant son sac à dos. « Cette femelle est blessée et avec un petit à charge, elle ne survivra pas longtemps si on ne la soigne pas. » Sans parler des braconniers, ajouta Thomas, le visage grave. Si Laurent dit vrai, il y a d'autres pièges dans le secteur. D'autres animaux pourraient être en danger. Mark hocha la tête, son expression déterminée visible à la lueur de sa lampe frontale qu'il venait d'allumer. On va suivre leurs traces. Avec cette neige fraîche, ça ne devrait pas être trop difficile. Il sortit de son sac une petite trousse vétérinaire d'urgence. J'ai de quoi traiter sommairement la blessure de la mère si on la retrouve, mais il faudra la transporter au centre de soins pour un traitement complet. Thomas acquiesça, sentant l'adrénaline du sauvetage céder la place à une détermination calme. En tant qu'ambulancier, il était habitué à sauver des vies humaines, mais ce soir, la vie de ces félins lui semblait tout aussi précieuse. Les 2 hommes s'enfoncèrent dans la forêt, suivant les empreintes encore fraîches des lynx dans la neige. Mark marchait en tête, sa formation de pisteur lui permettant de déchiffrer les signes subtils que Thomas aurait manqués. Une goutte de sang ici, une empreinte plus profonde là, indiquant que la mère lynx s'affaiblissait. Elle ralentit, murmura Mark après une vingtaine de minutes de progression. Sa blessure doit la faire souffrir. Ils atteignirent une zone où les traces s'arrêtaient brusquement au pied d'un grand sapin. Mark leva sa lampe et balaya le tronc et les branches basses. « Ils sont montés, dit-il. Les lynx sont d'excellents grimpeurs. Elle a probablement cherché un refuge en hauteur pour protéger son petit. » Thomas scrutait les branches, essayant de distinguer une forme dans l'obscurité. Soudain, un reflet, 2 yeux ambrés brillants dans la lumière de la lampe,
à environ 4 mètres du sol. « Là-haut » chuchota-t-il, pointant du doigt. Marc orienta sa lampe vers l'endroit indiqué et aperçut la mère lynx, allongée sur une large branche, son petit blotti contre elle. Les deux félins les observaient, parfaitement immobiles. « Comment va-t-on les faire descendre » demanda Thomas. Marc réfléchit un instant. « On ne peut pas. Si on essaie de grimper, elle fuira ou pire, elle pourrait devenir agressive pour protéger son petit. » Il fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte métallique. « J'ai une autre idée. » Ouvrant la boîte, il révéla plusieurs morceaux de viande fraîche soigneusement emballés. « Je garde toujours ça pour les situations d'urgence. Les lynx sont des carnivores stricts et celle-ci doit être affamée après sa blessure. » Marc déposa quelques morceaux de viande au pied de l'arbre, puis recula lentement, entraînant Thomas avec lui jusqu'à une distance d'une 15aine de mètres. « Maintenant, on attend », murmura-t-il en éteignant sa lampe. Pendant près d'une demi-heure, ils restèrent immobiles dans le froid, n'osant pas parler de peur d'effrayer les félins. Thomas commençait à sentir ses pieds s'engourdir quand un mouvement attira son attention. La mère lynx descendait précautionneusement de l'arbre, testant sa patte blessée à chaque pas. Une fois au sol, elle renifla méfiance la viande, puis commença à manger, gardant un œil vigilant sur les deux hommes. « C'est bon signe », chuchota Marc. « Elle nous fait suffisamment confiance pour s'alimenter en notre présence. » Le petit lynx descendit à son tour, imitant les mouvements prudents de sa mère et se joignit au festin improvisé. Thomas observait la scène avec émerveillement, conscient du privilège extraordinaire d'assister à un tel moment. Progressivement, Marc déposa d'autres morceaux de viande, chaque fois un peu plus près d'eux, créant un chemin que les lynx suivirent prudemment. Lorsque la mer fut à environ 5 mètres, Marc sortit lentement une seringue de sa trousse. « Antibiotique et anti-inflammatoire », expliqua-t-il à voix basse. « Si je peux l'injecter dans un autre morceau de viande ?» Avec des gestes précis, il inséra l'aiguille dans un gros morceau de viande, y injectant le médicament, puis le lança doucement devant la femelle lynx qui, après une hésitation, le dévora. « Premier problème réglé », dit Marc avec satisfaction. « Mais ce n'est qu'un traitement temporaire. Il faut qu'on trouve un moyen de la capturer pour soigner correctement cette blessure. » Thomas allait répondre quand un craquement sec résonna dans la forêt, faisant sursauter les lynx qui se figèrent, oreilles dressées. « Qu'est-ce que c'était » chuchota Thomas. Marc fronça les sourcils, soudain tendus. « Ça venait de par là », dit-il en pointant vers le nord. « On dirait que quelqu'un d'autre rôde dans les parages. » Les lynx avaient déjà disparu dans l'obscurité, effrayés par le bruit. Marc fit signe à Thomas de le suivre silencieusement, éteignant sa lampe pour se déplacer dans la pénombre, guidé uniquement par la faible lueur de la neige. Ils progressèrent avec précaution pendant environ 100 mètres avant que Marc ne s'arrête brusquement, levant une main pour signaler à Thomas de faire de même. Devant eux, à travers les arbres, on distinguait la lueur vacillante d'une lampe torche. « Braconnier !» murmura Marc, son visage se durcissant. Aucun chasseur légal ne serait dans cette zone protégée, surtout de nuit. Thomas sentit son cœur s'accélérer. En tant qu'ambulancier, il était habitué aux situations d'urgence, mais confronter des individus potentiellement dangereux et armés était une toute autre affaire. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota-t-il. Marc sortit silencieusement son téléphone. « J'appelle des renforts. J'ai des collègues gardes qui patrouillent dans le secteur ce soir. Et puis... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un cri de douleur résonna dans la nuit, suivi d'une série de jurons. Les deux hommes échangèrent un regard inquiet avant de se diriger prudemment vers la source du bruit. À travers les arbres, ils aperçurent bientôt une silhouette qui se débattait au sol. En s'approchant davantage, ils comprirent ce qui s'était passé.
Un homme vêtu d'une tenue de camouflage avait le pied pris dans ce qui semblait être un piège à loup, probablement l'un des siens. « La justice poétique », murmura Marc avec une satisfaction à peine dissimulée. L'homme continuait à se débattre, essayant désespérément de libérer sa jambe des mâchoires métalliques du piège. À côté de lui, une carabine était tombée dans la neige. Marc alluma sa lampe et la dirigea directement vers le visage du braconnier, l'aveuglant momentanément. « Police de l'environnement », annonça-t-il d'une voix ferme. « Ne bougez plus. » L'homme leva une main pour se protéger les yeux, son visage tordu par la douleur et la rage. « Aidez-moi à sortir de là, bordel, ça me broie la jambe. » Thomas évalua rapidement la situation d'un œil professionnel. Le piège avait saisi la cheville de l'homme, déchirant son pantalon et entamant la chair, mais sans atteindre l'os. Une blessure douloureuse mais non mortelle. « C'est le même type de piège qui a blessé la mère Lynx, nota-t-il. Marc s'approcha prudemment, gardant un œil sur la carabine qu'il écarta d'un coup de pied. « Rémi Dufour, dit-il en reconnaissant le braconnier. J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça. Ça fait des mois qu'on te soupçonne de poser des pièges illégaux. » L'homme pris au piège lança un regard haineux à Marc. « L'avoine, j'aurais dû me douter que tu fourrerais ton nez dans mes affaires. Aide-moi à sortir de là, et on oublie tout ça. » Marc émit un petit rire sec. « Oubliez quoi, Rémi? Le braconnage dans une zone protégée? La pose de pièges interdits depuis des décennies? Ou peut-être la chasse illégale d'espèces menacées ?» Thomas observait l'échange en silence, surpris par la dureté inhabituelle dans la voix de son ami. Il connaissait Marc comme un homme calme et posé, mais il pouvait sentir la colère contenue qui émanait de lui face à ce braconnier. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » grommela Rémi, grimaçant de douleur. « Je suis juste venu faire un tour en forêt et je suis tombé dans ce fichu piège. Quelqu'un d'autre a dû le poser. »« Bien sûr, » répondit Marc sarcastique. « Et je suppose que cette carabine équipée d'un silencieux et d'une lunette thermique, c'est pour observer les étoiles ?» Il s'accroupit pour examiner le piège, gardant une distance prudente avec Rémi. « Thomas, tu peux jeter un œil à sa blessure? En tant qu'ambulancier, tu as le devoir de lui porter assistance, même si ce type ne mérite pas ton aide. » Thomas s'approcha et évalua rapidement la situation. Le piège avait profondément entaillé la cheville de Rémi, mais sans toucher l'artère principale, une chance pour le braconnier. « Il faut desserrer ce piège avant que la circulation sanguine ne soit trop compromise, » dit-il en sortant des gants de sa poche. « Marc, tu sais comment ces choses fonctionnent ?» Marc hocha la tête et s'agenouilla près du mécanisme, tout en gardant un œil méfiant sur Rémi. « Ces pièges ont un système de déverrouillage ici, » expliqua-t-il en manipulant 2 leviers métalliques. « Prêt? À 3, je vais l'ouvrir et tu tires sa jambe. » Thomas se positionna et, au signal de Marc, retira rapidement la jambe de Rémi tandis que le garde forestier maintenait les mâchoires du piège ouvertes. Le braconnier poussa un cri de douleur avant de s'affaisser contre un arbre, son visage pâle luisant de sueur malgré le froid. « Merci », marmonna-t-il à contre-cœur. Thomas examina la blessure, nettoyant sommairement la plaie avec le matériel de premier secours que Marc lui avait tendu. « Tu as de la chance, dit-il en appliquant un bandage compressif. Quelques centimètres plus haut, et c'était l'artère tibiale. Tu te serais vidé de ton sang en quelques minutes. » Rémi détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Marc en profita pour sortir son téléphone et appeler des renforts. « André ? Marc Lavoine. J'ai intercepté Rémi Dufour en flagrant délit de braconnage dans le secteur nord. Oui, celui qu'on soupçonnait. Il s'est pris dans un de ses propres pièges. Ironique, non? On est à environ 2 kilomètres au nord-est de la vieille cabane de chasse. Il est blessé, mais stable. Vous pouvez venir nous chercher? Parfait. » Il rangea son téléphone et se tourna vers Rémi. « Mes collègues arrivent. En attendant, tu vas nous dire où sont tous tes autres pièges. » Le braconnier serra les dents. « Je n'ai rien à vous dire. » Marc s'approcha,
son visage soudain dur comme la pierre. « Écoute-moi bien, Rémi. Une femelle lynx s'est prise dans un de tes pièges aujourd'hui. Un photographe animalier l'a libérée et s'est blessé gravement en essayant de l'aider. Cette femelle a un petit à charge et sans notre intervention, ils vont tous les deux mourir. Il s'accroupit pour être à la hauteur du braconnier. Tu sais combien il reste de lynx boréaux dans ces montagnes? Moins d'une vingtaine. Chaque individu compte pour la survie de l'espèce. Alors maintenant, tu vas me dire où sont tous tes pièges, ou je te jure que je ferai de ta vie un enfer judiciaire. » Thomas observait la scène avec une admiration croissante pour son ami. Marc n'était pas seulement un professionnel dévoué, il était la voix de ces créatures qui ne pouvaient se défendre contre la cruauté humaine. Rémi sembla peser ses options, puis laissa échapper un soupir résigné. « D'accord, j'ai posé 6 pièges dans le secteur. Celui-ci, plus 5 autres. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite carte sur laquelle des croix rouges indiquaient les emplacements. « Ils sont tous là. » Marc prit la carte et l'examina attentivement. « Si on en trouve un seul qui n'est pas marqué ici, je te promets que le juge en entendra parler. » Il se tourna vers Thomas. « On doit trouver la mère lynx et son petit avant qu'ils ne tombent sur un autre de ces pièges. » Thomas acquiesça, terminant le bandage sur la jambe de Rémi. « Et lui ? » ?»« Mes collègues s'en occuperont quand ils arriveront. Il ne va pas aller bien loin avec cette blessure. » Marc attacha les mains de Rémi avec un lien en plastique qu'il sortit de son sac, puis récupéra la carabine qu'il déchargea méthodiquement. « On a peut-être une demi-heure avant que l'équipe n'arrive, » dit-il en vérifiant sa montre. « Utilisons ce temps pour retrouver nos lynx. » Les 2 hommes s'enfoncèrent à nouveau dans la forêt, laissant le braconnier adossé à son arbre, sa jambe bandée étendue devant lui. Marc consultait régulièrement la carte et son GPS, naviguant entre les arbres avec l'aisance d'un homme qui connaissait la forêt comme sa poche. « Les lynx se sont dirigés vers l'est, » observa-t-il en examinant les traces. « Malheureusement, d'après la carte de Rémi, il y a 2 pièges dans cette direction. » Thomas sentit une pointe d'inquiétude. « On doit les trouver avant qu'ils ne tombent dessus. » Ils accélérèrent le pas, suivant les empreintes qui devenaient de plus en plus difficiles à distinguer dans la neige qui continuait de tomber. Après 10 minutes de progression, Marc s'arrêta brusquement, levant une main en signe d'avertissement. « Attention » murmura-t-il, pointant vers le sol à quelques mètres devant eux. Un des pièges de Rémi. Thomas distingua à peine le mécanisme, habilement camouflé sous une fine couche de neige et de feuilles mortes. Un frisson lui parcourut l'échine en imaginant les dégâts qu'un tel dispositif pourrait causer. Marc s'approcha avec précaution et neutralisa le piège à l'aide d'un bâton, le faisant se refermer violemment dans un claquement métallique qui résonna dans la forêt silencieuse. « Un de moins, » dit-il avec satisfaction. « Continuons. » Ils reprirent leur progression, plus confiants maintenant qu'ils savaient reconnaître les signes subtils trahissant la présence d'un piège. 20 minutes plus tard, après avoir neutralisé un 2e piège, un bruit attira leur attention. Un miaulement faible mais distinct. « Par là !» chuchota Thomas, pointant vers un bouquet d'arbustes denses. Ils s'approchèrent lentement, et bientôt la lumière de leur lampe révéla une scène qui leur serra le cœur. La mère lynx était allongée sur le flanc, sa respiration laborieuse créant de petits nuages de vapeur dans l'air froid. Le petit était blotti contre elle, émettant de temps à autre un miaulement plaintif. Elle s'est effondrée, constata Marc, l'inquiétude évidente dans sa voix. Sa blessure et l'effort pour fuir ont dû l'épuiser. Thomas s'agenouilla à une distance respectueuse, évaluant l'état de l'animal. Elle est très faible, la perte de sang et le froid. Si on ne fait rien, elle ne passera pas la nuit. Marc hocha gravement la tête puis sortit à nouveau sa trousse vétérinaire. Je vais devoir l'anesthésier légèrement pour qu'on puisse la transporter. Le problème, c'est le petit. Tu crois qu'il nous laissera approcher sa mère? Difficile à dire.
Dans des circonstances normales, il fuirait ou deviendrait agressif. Mais ces lynx ont déjà montré un comportement exceptionnel. Marc prépara une seringue avec une dose soigneusement calculée de tranquillisant, puis s'approcha très lentement du duo félin. À leur grande surprise, le petit lynx se contenta de les observer avec méfiance, restant pressé contre sa mère, qui était trop faible pour réagir. « Doucement », murmura Marc en s'agenouillant près de la femelle. « Je vais t'aider, ma belle. » Avec des gestes précis et délicats, il administra l'injection, puis recula pour laisser le produit faire effet. En quelques minutes, la respiration de la mère lynx devint plus régulière et ses muscles se détendirent visiblement. « Maintenant, on doit la transporter, » dit Marc, « et trouver un moyen d'emmener aussi le petit. » Thomas retira sa veste et l'étendit au sol. Ensemble, ils y déposèrent délicatement la mère lynx anesthésiée, créant une sorte de hamac improvisé. « Et pour le petit ?» demanda Thomas, observant le chaton qui suivait chacun de leurs mouvements avec une intensité troublante. Marc sortit une petite cage de transport pliable de son sac. « Normalement, je devrais aussi l'anesthésier, mais je préfère éviter si possible. Ces lynx nous ont fait confiance jusqu'ici. Espérons que ça continue. » Il déposa un morceau de viande au fond de la cage et la plaça près du petit lynx qui, après une hésitation, s'approcha prudemment, attiré par l'odeur. À la grande surprise des deux hommes, il entra dans la cage et commença à manger, permettant à Marc de refermer doucement la porte. « Incroyable !» souffla Thomas. « C'est comme s'ils comprenaient qu'on essaie de les aider. » Le retour à travers la forêt enneigée fut laborieux. Thomas et Marc se relayaient pour porter le hamac improvisé contenant la mère lynx, tandis que la cage avec le petit se balançait doucement contre la hanche de Marc. La neige tombait de plus en plus drue, effaçant progressivement leurs traces et transformant la forêt en un labyrinthe blanc et silencieux. « On est encore loin ?» demanda Thomas, le souffle court après une heure de marche difficile. Marc consulta son GPS. Environ 1 kilomètre jusqu'au point de rendez-vous avec mes collègues. Il devrait déjà y être avec Rémi. Thomas hocha la tête et ajusta sa prise sur les bords de la veste transformée en civière. La mère lynx était toujours inconsciente, sa respiration régulière mais faible. Dans la cage, le petit avait cessé de miauler, épuisé par les événements de la journée. Comment une femelle lynx a-t-elle pu développer un tel comportement ? S'interrogea Thomas à voix haute. Chercher délibérément l'aide humaine, nous conduire jusqu'au photographe blessé. Ce n'est pas normal, si. Marc secoua la tête pensif. Non, ce n'est pas normal du tout. Les lynx sont extrêmement méfiants envers les humains. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont si rarement observés, malgré leur territoire relativement vaste. Il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, son regard se portant sur la cage où le petit lynx les observait de ses yeux brillants. Ma théorie ? Laurent a mentionné qu'il l'avait libéré d'un piège. Peut-être que cette expérience a créé une forme d'association positive dans son esprit. Les humains peuvent aider quand on est en danger. Une forme de raisonnement, murmura Thomas, impressionné. Les lynx sont intelligents, plus qu'on ne le pense généralement, affirma Marc. Mais un tel comportement reste extraordinaire. J'ai hâte d'en parler à mes collègues chercheurs du parc national. Ils reprirent leur progression, suivant le chemin indiqué par le GPS de Marc. La forêt semblait se refermer autour d'eux, les arbres chargés de neige, créant des tunnels blancs qui étouffaient tous les sons. Seul le crissement de leurs pas dans la neige fraîche brisait le silence. Soudain, Marc s'immobilisa, tendant l'oreille. « Tu entends ?» Thomas se concentra et perçut un faible vrombissement qui semblait venir de devant eux. « Des moteurs ?» « Mes collègues », confirma Marc avec soulagement. « On y est presque. » 5 minutes plus tard, ils débouchèrent sur une petite clairière où 2 véhicules tout-terrain étaient stationnés, leurs phares perçant l'obscurité de la forêt. 3 hommes en uniforme de garde forestier s'activaient autour d'une civière où Rémi était allongé, sa jambe bandée relevée. « Marc »,
s'exclama l'un d'eux en les apercevant. On commençait à s'inquiéter, et je vois que tu n'es pas revenu les mains vides. Les gardes s'approchèrent, curieux et surpris par leur chargement. C'est la femelle lynx dont tu nous as parlé ? Demanda l'un d'eux, se penchant pour mieux voir l'animal inconscient. Oui, André, répondit Marc. Elle s'est blessée dans un des pièges de notre ami Rémi, et voici son petit. Il désigna la cage où le chaton lynx s'était recroquevillé, intimidé par la présence de tant d'humains. On a neutralisé 2 autres pièges en chemin, ajouta Thomas. Mais d'après la carte de Rémi, il en reste encore 3 quelque part. André, un homme trapu à la barbe poivre et sel, hocha gravement la tête. On s'occupera de ça demain à la première heure. Pour l'instant, la priorité est de ramener tout ce beau monde en sécurité avant que cette tempête ne s'aggrave. Il désigna le ciel d'où les flocons tombaient de plus en plus denses. On a déjà chargé notre braconnier. On va vous emmener jusqu'au centre de soins pour la faune à Chamrousse. Ils sont prévenus et vous attendent. La mère lynx et son petit furent soigneusement installés dans l'un des véhicules, tandis que Thomas et Marc montèrent dans l'autre. La traversée de la forêt jusqu'à la route principale se fit lentement, les véhicules tout-terrain se frayant un chemin dans la neige profonde avec une détermination méthodique. Une fois sur la route, Marc se tourna vers Thomas, un sourire fatigué aux lèvres. « Tu as eu une soirée un peu plus mouvementée que prévu, non ?» Thomas émit un petit rire, sentant soudain toute la fatigue de cette aventure s'abattre sur lui. « On peut dire ça. Quand j'ai vu ce lynx courir derrière notre ambulance, je n'aurais jamais imaginé où ça nous mènerait. La nature nous réserve parfois des surprises extraordinaires, philosopha Marc, son regard se perdant dans le paysage blanc qui défilait. Ces moments où la frontière entre l'homme et l'animal sauvage semble s'estomper. Ils tombèrent dans un silence confortable, bercés par le ronronnement du moteur et le balancement régulier du véhicule sur la route enneigée. Thomas sentit ses paupières s'alourdir, mais lutta contre le sommeil, trop préoccupé par le sort des lynx pour se laisser aller. Après 1 heure de route, ils arrivèrent enfin au centre de soins pour la faune sauvage de Chamrousse, un bâtiment moderne niché au cœur de la forêt, spécialement conçu pour accueillir et soigner les animaux sauvages blessés avant leur remise en liberté. Malgré l'heure tardive, il était presque minuit, une équipe de soigneurs les attendait, alertés par Marc. À leur tête, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts et au regard vif se présenta comme Dr Claire Beaumont, vétérinaire spécialiste des grands félins. « Où sont-ils » demanda-t-elle sans préambule, son ton professionnel masquant à peine son excitation. Marc la conduisit au premier véhicule où la mère lynx, toujours inconsciente, et son petit attendaient. Le docteur Beaumont examina rapidement la femelle, son visage trahissant son inquiétude. Blessure au flanc, déshydratation, hypothermie légère. Elle va avoir besoin de soins intensifs, diagnostiqua-t-elle. Quant au petit, il semble en meilleure forme, mais je veux l'examiner complètement. Emmenons-les à l'intérieur immédiatement. Une équipe bien rodée prit en charge les félins, les transportant rapidement dans le bâtiment principal. Thomas et Marc les suivirent, épuisés, mais déterminés à rester jusqu'à ce qu'ils aient des nouvelles de l'état de la mère lynx. Dans la salle d'examen principale, brillamment éclairée et équipée comme un bloc opératoire vétérinaire, le docteur Beaumont et son équipe s'activaient autour de la mère lynx. La femelle avait été délicatement placée sur une table d'examen et reliée à divers moniteurs qui bipèrent doucement. La blessure est profonde, commenta Claire en nettoyant soigneusement la plaie sur le flanc de l'animal. Le piège a déchiré les muscles, mais heureusement, aucun organe vital n'a été touché. Elle a perdu beaucoup de sang cependant. Elle leva les yeux vers Marc et Thomas qui observaient depuis un coin de la salle. « Vous avez bien fait de lui administrer ses antibiotiques sur place. Sans ça, l'infection aurait déjà commencé à se développer. » Pendant ce temps, dans une pièce adjacente, un autre vétérinaire examinait le petit lynx qui, étonnamment, se laissait manipuler sans trop de résistance, comme s'il comprenait qu'on essayait de l'aider.
Combien de temps avant qu'on sache si elle va s'en sortir? Demanda Thomas, surpris par sa propre inquiétude pour ces animaux qu'il n'avait rencontrés que quelques heures plus tôt. Claire continua son travail méthodique, suturant la plaie avec une précision chirurgicale. Si elle passe la nuit, ses chances seront bonnes. Les lynx sont des créatures résistantes et celle-ci semble avoir une volonté de vivre exceptionnelle. Elle jeta un regard vers la vitre qui séparait la salle d'opération de la pièce où se trouvait le petit. Et elle a une excellente raison de se battre. Marc posa une main sur l'épaule de Thomas. On ne peut plus rien faire ici ce soir. Claire va s'occuper d'eux et nous avons tous les deux besoin de repos. Thomas acquiesça à contre-cœur, sentant soudain tout le poids de la fatigue s'abattre sur ses épaules. Il n'avait pas dormi depuis près de 24 heures et l'adrénaline qu'il avait portée jusque-là commençait à se dissiper. « Tu as raison, admit-il, mais je veux revenir demain. Je dois savoir s'ils vont s'en sortir. » « Bien sûr, sourit Marc. Je reviendrai te chercher en fin de matinée. En attendant, je te ramène chez toi. » Ils prirent congé du docteur Beaumont, qui leur promit de les appeler si l'état de la mère lynx évoluait pendant la nuit, puis quittèrent le centre de soins. Dehors, la tempête de neige s'était calmée, laissant place à un ciel dégagé où les étoiles brillaient avec une clarté saisissante. « Une nuit extraordinaire », murmura Thomas en levant les yeux vers la voûte céleste. « Et ce n'est peut-être que le début », répondit Marc, énigmatique. « Ces lynx nous ont montré quelque chose d'unique, Thomas. Un comportement qui défie tout ce qu'on croyait savoir sur les félins sauvages. Je pense que leur histoire ne fait que commencer. » Thomas se réveilla en sursaut, désorienté par la lumière vive qui inondait sa chambre. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'il était chez lui, dans son lit, et non plus dans la forêt enneigée. Les événements de la veille lui revinrent par vagues, le lynx poursuivant l'ambulance, le photographe blessé, la mère féline et son petit, le braconnier pris à son propre piège. Son téléphone indiquait 10h37. Il avait dormi près de 9 heures d'affilée, épuisé par cette nuit hors du commun. Il avait 3 messages non lus. Le premier venait d'Élise, sa collègue ambulancière, qui s'inquiétait de son absence au travail et lui demandait des nouvelles après cette étrange aventure. Le deuxième était de Marc, confirmant qu'il passerait le chercher à midi pour retourner au centre de soins. Le troisième, plus surprenant, provenait de l'hôpital de Grenoble. « Bonjour, monsieur Moreau. Je suis Sandrine Duchet, infirmière en chef du service traumatologie. Notre patient, Laurent Meunier, s'est réveillé ce matin et a demandé à vous parler. Il dit que vous avez sauvé sa vie et celle de Nova. Pourriez-vous passer à l'hôpital quand vous aurez un moment? Merci de me rappeler. » Nova? Thomas fronça les sourcils, perplexe avant de comprendre. Le photographe avait donné un nom à la mère lynx. Cette simple idée provoqua chez lui un sourire. Donner un nom à un animal sauvage était généralement déconseillé par les spécialistes de la conservation, qui craignaient l'anthropomorphisme. Mais après avoir été témoin du comportement extraordinaire de cette femelle lynx, Thomas ne pouvait s'empêcher de penser que, peut-être, certains animaux méritaient cette reconnaissance individuelle. Après une douche rapide et un café, Thomas appela l'infirmière pour lui confirmer qu'il passerait voir Laurent dans l'après-midi. Puis il contacta Élise pour la rassurer et lui raconter brièvement les événements surréalistes de la nuit passée. Sa collègue était fascinée, promettant de passer elle aussi au centre de soins quand son service se terminerait. À midi précis, Marc frappa à sa porte. Le garde forestier semblait reposé et énergique malgré leur nuit mouvementée. « Des nouvelles ?» demanda immédiatement Thomas en montant dans la voiture. Marc démarra avec un sourire mystérieux. « Claire a appelé ce matin. La mère lynx a passé la nuit et montre des signes d'amélioration. Elle est réveillée et alerte, ce qui est un excellent signe. Le petit va bien aussi. Il a mangé
et semble s'adapter étonnamment bien à sa situation temporaire en captivité. Thomas sentit un soulagement inattendu l'envahir. « Et Laurent, tu as des nouvelles ?» Opéré avec succès hier soir, fracture complexe du tibia, mais les médecins sont optimistes. Il devrait récupérer complètement avec de la rééducation. L'hôpital m'a contacté, révéla Thomas. Il veut me voir. Apparemment, il a donné un nom à la mère lynx, Nova. Marc hocha la tête, pas vraiment surpris. Ça ne m'étonne pas. Les photographes animaliers développent souvent un lien particulier avec leur sujet, surtout quand ils les suivent sur de longues périodes. Le trajet jusqu'au centre de soins se déroula dans une ambiance plus légère que leur retour de la veille. Dehors, le soleil brillait sur le paysage enneigé, transformant la forêt en un royaume scintillant. La tempête n'avait laissé aucune trace, si ce n'est une couche supplémentaire de neige fraîche qui recouvrait les montagnes. À leur arrivée au centre, ils furent accueillis par Claire Beaumont, dont le visage fatigué trahissait une nuit blanche passée à veiller sur ses patients. « Ils sont stables tous les deux », annonça-t-elle sans préambule en les guidant à travers les couloirs du bâtiment. « La mère a perdu beaucoup de sang, mais elle est solide. La plaie était propre, ce qui a facilité le traitement. Quelques semaines de repos et elle devrait pouvoir être relâchée. » Elle les conduisit jusqu'à une zone d'observation donnant sur une grande pièce aménagée pour ressembler à un habitat naturel. À travers la vitre, ils aperçurent la mère lynx, allongée sur une plateforme surélevée, son flanc bandé de blanc. Le petit était blotti contre elle, semblant monter la garde. À leur approche, les deux félins tournèrent la tête, leurs yeux ambrés fixant les humains avec une intensité troublante. « Incroyable », murmura Thomas. « On dirait qu'ils nous reconnaissent. » Claire l'observa avec curiosité. « C'est justement de ça que je voulais vous parler. Le comportement de ces lynx est inhabituel, pour dire le moins. » Elle les invita à la suivre dans son bureau, une petite pièce encombrée de livres et de dossiers, où des photos de félins sauvages ornaient chaque mur disponible. J'ai examiné la mère, Nova, comme l'appelle apparemment votre photographe, très attentivement, commença Claire en s'asseyant derrière son bureau, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Elle fit pivoter son écran d'ordinateur pour leur montrer une radiographie. Vous voyez cette petite tache plus claire près de l'omoplate? C'est une puce électronique. Marc se pencha en avant, soudain très intéressé. Une puce? Tu veux dire qu'elle a déjà été capturée et marquée? Claire acquiesça. Exactement. J'ai vérifié la base de données européenne des animaux suivis et j'ai trouvé une correspondance. Cette femelle lynx fait partie d'un programme de réintroduction initié il y a 4 ans dans le Jura. Elle avait été trouvée orpheline en Suisse, élevée en semi-captivité puis relâchée à l'âge de 2 ans. Thomas essayait d'assimiler ces nouvelles informations. Donc elle a été en contact avec des humains pendant sa jeunesse. Oui, mais dans un protocole très strict limitant au maximum les interactions humaines pour éviter l'imprégnation, précisa Claire. Le but était de la préparer à une vie sauvage autonome, pas d'en faire un animal familier. Marc semblait pensif. Ça explique peut-être en partie son comportement d'hier soir. Elle avait une expérience antérieure positive avec les humains, ce qui a pu influencer sa décision de chercher notre aide en situation de détresse. Possible, concéda Claire, mais ça n'explique pas tout. Même un lynx élevé en semi-captivité ne devrait pas montrer ce niveau de, d'intelligence sociale. Le fait qu'elle ait délibérément conduit Thomas jusqu'au photographe blessé, qu'elle ait poursuivi une ambulance, c'est sans précédent. Elle se tourna vers une autre image sur son ordinateur montrant le petit lynx. Et puis il y a ce chaton. D'après son développement, je dirais qu'il a environ 4 mois. Ce qui signifie que Nova l'a eu après sa remise en liberté. Il n'a jamais été en contact avec des humains avant hier et pourtant, il montre une absence de peur remarquable. Regardez. Elle lança une vidéo montrant un soigneur entrant dans l'enclos.
Au lieu de se cacher ou de montrer des signes d'agressivité, le petit lynx s'approchait curieusement, reniflant la main tendue de l'homme. « On dirait qu'il a appris ce comportement de sa mère », observa Thomas. « C'est ce que je pense aussi », approuva Claire. Ce qui soulève des questions fascinantes sur la transmission culturelle chez les félins sauvages. Si Nova a appris que les humains pouvaient être des alliés en cas de danger et qu'elle a transmis cette connaissance à son petit... Marc termina sa pensée. Alors nous assistons peut-être à l'émergence d'un nouveau comportement adaptatif chez cette espèce. Un silence pensif s'installa dans le bureau, chacun réfléchissant aux implications de cette hypothèse. Thomas, bien que moins versé dans les questions de biologie comportementale que ses deux compagnons, sentait instinctivement l'importance de ce qu'ils avaient observé. « Et Laurent ?» demanda-t-il finalement. « Quel rôle a-t-il joué dans tout ça ? La mère lynx l'a protégé d'une certaine façon, non? En laissant son petit avec lui pour le réchauffer ?» Claire hocha la tête. C'est ce qu'il faudrait lui demander. S'il a passé du temps à observer et photographier cette famille de lynx, il pourrait avoir des informations précieuses sur leur comportement avant l'incident. « Je dois aller le voir cet après-midi à l'hôpital », informa Thomas. Il a demandé à me parler. « Parfait », dit Marc. « Pendant ce temps, je vais retourner sur le site avec mes collègues pour neutraliser les derniers pièges et recueillir d'éventuelles preuves supplémentaires contre Rémi. Si on peut prouver qu'il ciblait spécifiquement des espèces protégées, les charges contre lui seront beaucoup plus lourdes. » Après une dernière visite à Nova et son petit, Thomas quitta le centre de soins pour se rendre à l'hôpital de Grenoble. Sur le chemin, son esprit bouillonnait de questions. Comment un photographe animalier avait-il pu établir une telle connexion avec un prédateur sauvage? Pourquoi la mère lynx avait-elle laissé son petit avec Laurent? Et surtout, comment avait-elle pu comprendre qu'elle devait chercher de l'aide humaine en cas de danger? L'hôpital universitaire de Grenoble était un vaste complexe moderne niché au pied des montagnes. Thomas se présenta à l'accueil, expliquant qu'il venait voir Laurent Meunier. On le dirigea vers le 4e étage, service de traumatologie. Dans le couloir, il croisa l'infirmière qu'il avait contactée, Sandrine Duchet, une femme énergique aux cheveux grisonnants. « Monsieur Moreau, je suis ravi que vous ayez pu venir », l'accueillit-elle chaleureusement. « Monsieur Meunier n'a pas arrêté de parler de vous et de ce lynx depuis son réveil. Je dois avouer que nous pensions tous qu'il délirait à cause des antalgiques, jusqu'à ce que les gardes forestiers confirment son histoire. » Elle le conduisit jusqu'à une chambre individuelle au bout du couloir. Il est encore faible, mais très lucide. Sa jambe a nécessité une intervention chirurgicale complexe. Plusieurs broches ont été posées pour stabiliser la fracture. Il en a pour plusieurs mois de rééducation, mais les médecins sont optimistes. Elle frappa doucement à la porte avant de l'ouvrir. « Laurent, vous avez de la visite ?» Allongé dans son lit d'hôpital, Laurent Meunier paraissait beaucoup plus jeune que ce que Thomas avait imaginé. La trentaine à peine, des traits fins, une barbe de quelques jours et des yeux d'un bleu intense qui s'illuminèrent en voyant Thomas. « C'est vous, l'ambulancier !» s'exclama-t-il en tentant de se redresser avant de grimacer de douleur. « Doucement !» l'avertit Sandrine avant de se retirer, les laissant seuls. Thomas s'approcha du lit avec un sourire. « Thomas Moreau, ravi de vous voir conscient cette fois. » Laurent lui tendit la main que Thomas serra avec précaution. « Laurent Meunier, je vous dois la vie. Et Nova aussi, apparemment. »« Nova, c'est comme ça que vous l'appelez ?» demanda Thomas en prenant place sur la chaise près du lit. Laurent acquiesça, son regard s'adoucissant. « Oui, à cause de son pelage qui brille comme une supernova sous certains angles de lumière. Comment va-t-elle? Et son petit? Les médecins n'ont pas su me dire. »« Ils vont bien tous les deux, » le rassura Thomas. Nova a été soignée au centre de Chamrousse. Sa blessure était profonde, mais sans atteinte d'organes vitaux. Le petit est en parfaite santé, juste un peu désorienté par tout ce qui s'est passé.
Le soulagement qui se peignit sur le visage de Laurent était palpable. Il ferma brièvement les yeux, comme pour savourer cette bonne nouvelle. « Merci », murmura-t-il. « Vraiment, merci pour eux. »« Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation ?» demanda doucement Thomas. « Et surtout, comment avez-vous établi un tel lien avec une femelle lynx sauvage ?» Laurent eut un petit rire qui se transforma en grimace de douleur. « C'est une longue histoire, » dit-il en ajustant sa position. « Vous avez un peu de temps devant vous ?» Thomas acquiesça, curieux d'entendre ce récit. « Je suis photographe animalier depuis 10 ans, » commença Laurent, « spécialisé dans les grands prédateurs européens, loups, ours, lynx. Ces derniers sont ma passion, mais aussi les plus difficiles à observer et à photographier. » Il fit une pause, rassemblant ses souvenirs. « Il y a environ 6 mois, j'ai entendu parler d'observations de lynx dans ce secteur des Alpes. C'est rare, vous savez. La population est très fragile en France, quelques dizaines d'individus seulement. » Thomas hocha la tête, se rappelant les explications de Marc sur la précarité de l'espèce. J'ai commencé à prospecter la zone, installant des pièges photographiques, cherchant des traces, des indices. C'est un travail de patience qui peut prendre des mois. Et puis, un jour, j'ai eu de la chance. Laurent sourit à ce souvenir. Un de mes pièges a capturé l'image d'une femelle lynx, Nova, avec ce qui semblait être un tout petit chaton, à peine sevré. Il désigna du menton son sac posé sur une chaise dans le coin de la chambre. Mon appareil photo est là-dedans, avec toutes les images. Vous pourriez me l'apporter ? Thomas s'exécuta, tendant l'appareil professionnel à Laurent qui, malgré sa position inconfortable, navigua avec expertise dans les menus pour retrouver les clichés dont il parlait. « Voilà », dit-il en tournant l'écran vers Thomas. « C'était ma première image d'elle. » La photo montrait une magnifique femelle lynx, son pelage tacheté se fondant presque parfaitement dans la forêt automnale. À ses côtés, une minuscule boule de poils aux oreilles disproportionnées suivait maladroitement sa mère. À partir de ce moment, je me suis consacré entièrement à les suivre et à les documenter, poursuivit Laurent en faisant défiler d'autres images qui montraient la croissance du chaton au fil des semaines. J'ai établi plusieurs affûts dans leur territoire, passant des journées entières immobiles, à attendre qu'ils se montrent. Thomas était impressionné par la qualité des photos et la patience qu'elles impliquaient. Mais comment êtes-vous passé de l'observation à distance à ce qui s'est passé hier? Le visage de Laurent s'assombrit légèrement. C'était il y a 3 jours. J'étais dans mon affût principal, près de la vieille cabane de chasse que vous avez trouvée. J'observais Nova qui apprenait à son petit à chasser les petits rongeurs. C'était magique. Il fit défiler d'autres images, montrant ces moments d'apprentissage entre la mère et son petit. Et puis j'ai entendu un cri terrible, un hurlement de douleur qui m'a glacé le sang. Nova venait de disparaître derrière une crête, et ce cri, je savais que c'était elle. Thomas se pencha en avant, captivé par le récit. J'ai couru dans cette direction, abandonnant toute prudence, et c'est là que je l'ai trouvée, prise dans ce piège à loup, se débattant, terrorisée, sa patte avant gauche broyée par les mâchoires métalliques. Laurent ferma brièvement les yeux comme pour chasser cette image douloureuse. Son petit était là aussi, paniqué, miaulant autour d'elle. « Vous avez pris le risque de l'approcher » s'étonna Thomas. Laurent acquiesça. « Je n'avais pas le choix. Ces pièges sont interdits pour une bonne raison. Ils sont cruels et peuvent causer des blessures irréversibles. Si je n'intervenais pas, elle aurait pu perdre sa patte ou pire. » Il reprit son souffle avant de continuer. Je lui ai parlé doucement, comme je le faisais toujours de loin quand je l'observais. J'ai sorti mes outils. J'emporte toujours une pince et des gants renforcés quand je suis sur le terrain, justement pour ce genre de situation. Elle était terrifiée, bien sûr, mais aussi épuisée par la douleur et la panique. « Et elle vous a laissé approcher » s'étonna Thomas. « Pas immédiatement.
Elle a feulé, montré les crocs, c'est normal, mais au bout d'un moment, c'était comme si elle comprenait que j'essayais de l'aider. Laurent secoua la tête, encore émerveillé par ce souvenir. J'ai réussi à ouvrir le piège et à libérer sa patte. Elle était blessée, mais pouvait encore se déplacer. Je m'attendais à ce qu'elle s'enfuit immédiatement avec son petit. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, devina Thomas. Non, elle s'est éloignée de quelques mètres, léchant sa blessure, mais elle ne partait pas. Son petit s'est même approché de moi, reniflant mes outils. C'était surréaliste. Laurent marqua une pause. J'ai décidé de suivre Nova pour m'assurer qu'elle s'en sortirait. C'est à ce moment que j'ai remarqué d'autres pièges dans les environs. J'ai commencé à les prendre en photo pour constituer des preuves, et c'est là que l'accident s'est produit. Il grimaça en regardant sa jambe immobilisée. Je suis monté sur le toit de la vieille cabane pour avoir une meilleure vue d'ensemble du site de braconnage. Le bois était pourri, le toit s'est effondré sous mon poids, et ma jambe s'est retrouvée coincée sous une poutre. Impossible de me dégager, mon téléphone n'avait pas de réseau et la nuit tombait avec la température qui chutait rapidement. Laurent se tut un instant, les yeux perdus dans le vague, revivant visiblement ses moments d'angoisse. Thomas attendit patiemment qu'il reprenne son récit, fasciné par cette histoire qui prenait une dimension presque mythique. Je criais, j'appelais à l'aide, mais je savais que c'était inutile, reprit finalement Laurent. Personne ne randonne dans ce secteur en cette saison, surtout avec la tempête qui approchait. J'ai cru que j'allais mourir là, seul dans le froid. Il eut un sourire incrédule, comme s'il peinait encore à croire ce qui s'était passé ensuite. C'est alors que Nova est revenue, avec son petit. Ils se sont approchés de moi, m'observant comme s'ils évaluaient la situation. J'étais stupéfait. Un prédateur sauvage qui revient délibérément vers un humain en détresse? C'est contraire à tous leurs instincts. Thomas hocha la tête, partageant cet étonnement. Et ensuite, le petit s'est approché et s'est tout simplement blotti contre moi, dit Laurent, encore émerveillé, comme s'il essayait de me réchauffer. Nova est restée à proximité pendant un moment, puis elle a commencé à s'agiter, regardant alternativement vers moi et vers la forêt. C'était comme si elle... Je sais que ça paraît fou, mais c'était comme si elle réfléchissait. Il reprit son souffle avant de continuer. La nuit tombait, et j'avais de plus en plus froid. Le petit lynx est resté contre moi, sa fourrure me tenant étonnamment chaud. Nova a disparu pendant plusieurs heures. Je pensais qu'elle était partie pour de bon. Mais elle est revenue au milieu de la nuit, vérifiant que son petit allait bien, nous observant tous les deux. Laurent se redressa légèrement dans son lit, grimaçant à la douleur que ce mouvement provoquait. Au matin, j'étais en hypothermie, à peine conscient. C'est là que j'ai eu cette idée désespérée. J'ai une balise de localisation d'urgence dans mon équipement, un petit dispositif qui émet un signal GPS et qui peut être activé en cas de problème. Je n'arrivais pas à l'atteindre moi-même, mais il était dans mon sac, à quelques mètres. « Et vous l'avez attaché à Nova », compléta Thomas, comprenant enfin le lien manquant de l'histoire. « Exactement. Je l'ai appelé, depuis des mois que je l'observe, j'ai pris l'habitude de lui parler doucement, même si je pensais que ça n'avait aucun impact sur elle. Mais cette fois, elle s'est approchée, méfiante mais curieuse. J'ai réussi à sortir la balise et à l'attacher à une petite lanière de cuir. Puis, dans un acte de foi absurde, je la lui ai tendue en lui disant d'aller chercher de l'aide. » Laurent secoua la tête comme incrédule face à son propre récit. Je délirais probablement à cause de l'hypothermie, mais je me souviens d'avoir fixé la balise autour de sa patte avant droite, celle qui n'était pas blessée. Elle m'a regardé faire sans réagir, puis elle est partie, laissant son petit avec moi. Je ne pensais pas la revoir. Mais elle est revenue, devina Thomas. Non, corrigea Laurent. Elle a fait mieux que ça. Elle a trouvé votre ambulance et vous a guidé jusqu'à moi. Un comportement qui défie toute explication rationnelle.
Un silence s'installa entre les deux hommes, chacun méditant sur l'extraordinaire enchaînement d'événements qui les avait réunis. Les lynx sont considérés comme des animaux solitaires, méfiants, qui évitent les humains à tout prix, reprit Laurent après un moment. Mais Nova, elle a développé ce que je ne peux décrire autrement qu'une forme d'intelligence sociale exceptionnelle, peut-être à cause de son passé. Son passé ? Interrogea Thomas. Laurent acquiesça. J'ai fait des recherches sur elle quand j'ai commencé à la photographier. Les marques de ses oreilles m'ont permis d'identifier qu'elle faisait partie d'un programme de réintroduction suisse. Elle a été élevée pendant ses premiers mois par des humains, dans un centre similaire à celui de Chamrousse avant d'être relâchée. Claire, la vétérinaire, nous l'a confirmé ce matin, dit Thomas. Elle a trouvé une puce électronique sur Nova. Ça expliquerait certaines choses, réfléchit Laurent. Son absence relative de peur envers moi dès le début de mes observations. Sa capacité à associer les humains à une aide potentielle. Mais ça n'explique pas tout, notamment comment elle a pu transmettre cette confiance à son petit né en pleine nature. Thomas repensa aux théories évoquées par Claire et Marc plus tôt dans la journée. La transmission culturelle ? Les lynx pourraient apprendre de leurs parents certains comportements qui ne sont pas purement instinctifs. C'est ce que je pense, approuva Laurent avec enthousiasme. Et c'est révolutionnaire. La plupart des études sur les félins sauvages supposent que leurs comportements sont largement innés, avec peu d'apprentissage social complexe. Mais si Nova a délibérément cherché l'aide humaine, si elle a fait confiance à cette aide au point de laisser son petit avec moi pour aller chercher du secours, cela remet en question beaucoup de ce que nous croyons savoir sur la cognition des prédateurs sauvages. Thomas commençait à comprendre pourquoi cette histoire dépassait le simple fait divers extraordinaire. Elle avait des implications scientifiques potentiellement importantes. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-il. « Une fois que vous serez rétabli ?» Laurent désigna son appareil photo. « J'ai des centaines d'heures d'observation et des milliers de photos de Nova et son petit. Je vais transformer tout ça en une étude sérieuse, documenter ce comportement inédit. Avec un peu de chance, ça pourrait contribuer à une meilleure compréhension de ces animaux et peut-être à leur protection. » Il marqua une pause, son expression devenant plus grave. « D'ailleurs, qu'est-il arrivé au braconnier ? Marc m'a brièvement parlé de lui quand il est passé ce matin, mais sans entrer dans les détails. Rémi Dufour, précisa Thomas. Il a été arrêté hier soir, pris dans un de ses propres pièges. Une justice poétique, comme l'a fait remarquer Marc. Laurent eut un petit rire sans joie. Je connais ce nom. C'est un récidiviste. Il a déjà été condamné pour braconnage il y a quelques années. Cette fois, avec toutes les preuves que nous avons, il devrait écoper d'une peine beaucoup plus lourde. Marc m'a dit qu'ils avaient neutralisé tous les pièges ce matin, ajouta Thomas, et qu'ils avaient trouvé les restes d'un jeune chamois dans l'une des caches de Rémi. Ils ne chassaient pas que les lynx, mais ils étaient probablement une cible de choix, soupira Laurent. Une peau de lynx peut se vendre très cher sur le marché noir. C'est révoltant. Un silence pensif s'installa à nouveau, interrompu par l'arrivée de l'infirmière Sandrine qui venait vérifier les constantes de Laurent. « Vous avez besoin de repos, monsieur Meunier », dit-elle fermement, après avoir constaté que sa tension était légèrement élevée. « Votre jambe ne guérira pas si vous vous agitez trop. » Thomas se leva, comprenant qu'il était temps de partir. « Je repasserai vous voir demain si vous voulez. Et je pourrais vous donner des nouvelles de Nova et son petit. » Le visage de Laurent s'illumina. « J'apprécierais beaucoup. Et si vous pouviez, est-ce que vous pourriez leur montrer des photos de moi? Je sais que ça peut sembler ridicule, mais je me demande s'ils me reconnaîtraient. » Thomas sourit, trouvant la demande touchante plutôt que ridicule. « Je le ferai, » promit-il. En quittant l'hôpital, Thomas sentit que cette histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer, en réalité,
ouvrant des portes sur une compréhension nouvelle de ces créatures sauvages que l'homme côtoyait depuis des millénaires sans vraiment les connaître. Il appela Marc pour lui faire part de sa conversation avec Laurent et des détails supplémentaires qu'il avait appris. Le garde forestier était enthousiaste. « C'est fascinant, dit-il, et ça concorde avec ce que Claire a observé aujourd'hui. Nova montre une reconnaissance évidente des soigneurs qui s'occupent d'elle, sans aucune agressivité défensive qu'on verrait normalement chez un félin sauvage en captivité. » Les jours suivants virent naître une routine inhabituelle pour Thomas. Chaque matin, avant ou après ses gardes d'ambulanciers, il passait au centre de soins pour voir Nova et son petit. L'après-midi, il rendait visite à Laurent à l'hôpital, lui apportant des nouvelles et des photos des lynx. Cette histoire extraordinaire avait créé un lien inattendu entre ces trois hommes, Thomas, Marc et Laurent, unis par leur rencontre fortuite avec ces félins hors du commun. Une semaine après le sauvetage, Thomas arriva au centre de soins pour découvrir une agitation inhabituelle. Claire Beaumont discutait avec animation avec Marc et deux autres personnes qu'il ne reconnut pas, un homme d'une 50aine d'années à l'allure distinguée et une jeune femme aux cheveux roux coupés courts, tous deux vêtus de vestes portant le logo du programme européen de conservation du lynx. « Ah, Thomas !» l'accueillit Marc en le voyant arriver. « Justement, nous parlions de toi. Je te présente le professeur Jean Delacroix de l'Université de Lausanne et sa collègue, Dr Eva Müller. Ils sont venus spécialement de Suisse après avoir entendu parler de Nova. » Thomas serra les mains tendues, surpris par cet intérêt international. « Monsieur Moreau, » dit le professeur avec un léger accent suisse, « votre témoignage est d'une importance capitale pour notre étude. Ce que vous avez observé, un lynx cherchant délibérément l'aide humaine, est sans précédent dans la littérature scientifique. Marc nous a déjà raconté les événements de cette nuit-là, ajouta Eva, mais nous aimerions entendre votre version directement, si vous le voulez bien. » Thomas acquiesça, encore étonné par l'ampleur que prenait cette histoire. « Bien sûr, mais je ne suis pas un expert, juste un ambulancier qui s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. » « C'est justement ce qui rend votre témoignage si précieux, » sourit le professeur. « Vous n'aviez aucune attente préalable, aucun biais de confirmation. Vous avez simplement observé un comportement extraordinaire. » Claire les interrompit gentiment. « Peut-être pourrions-nous continuer cette discussion en observant les sujets principaux. Nova et son petit sont particulièrement actifs ce matin. » Elle les conduisit vers l'espace d'observation. À travers la vitre, Thomas put voir que l'enclos avait été réaménagé depuis sa dernière visite. De nouvelles structures permettaient aux lynx de grimper et de se cacher, imitant leur habitat naturel. Nova, son bandage désormais réduit à un simple pansement sur le flanc, semblait en bien meilleure forme. Elle explorait méthodiquement son environnement, suivie de près par son petit qui tentait d'imiter chacun de ses mouvements. « Sa récupération est remarquable, » commenta Claire. « La plaie cicatrise parfaitement, sans infection. Dans 2 semaines environ, elle sera physiquement apte à être relâchée. »« Et le petit ?» demanda Thomas. « Il est en parfaite santé, » répondit Claire. « Il n'a jamais montré le moindre signe de stress lié à la captivité, ce qui est en soi un phénomène fascinant. Les jeunes félins sauvages réagissent généralement très mal à l'enfermement. Le professeur Delacroix observait les lynx avec une attention scientifique évidente. « Avez-vous effectué des tests cognitifs ?» Claire acquiesça. « Des tests simples pour le moment. Résolution de problèmes basiques pour obtenir de la nourriture, reconnaissance d'images. Nova montre des capacités supérieures à la moyenne des lynx captifs étudiés précédemment. Et nous avons constaté quelque chose d'étonnant hier, » ajouta Marc. « Montrez-leur la vidéo, Claire. » La vétérinaire sortit sa tablette et lança une séquence filmée dans l'enclos. On y voyait un soigneur plaçant la nourriture dans un dispositif nécessitant de tirer sur une corde pour libérer la viande. Nova observait attentivement, puis effectuait la manœuvre avec précision. Plus surprenant encore, après s'être nourrie,
Elle guidait son petit vers un second dispositif identique et semblait lui montrer comment procéder, poussant sa patte vers la corde. Un enseignement délibéré, murmura Eva, fascinée. Elle ne se contente pas de résoudre le problème pour elle-même, elle transmet activement la technique à son petit. Ce n'est pas tout, poursuivit Claire en faisant défiler jusqu'à une autre séquence. Regardez ce qui s'est passé quand nous avons montré à Nova une photo de Laurent sur un écran. La vidéo montrait Nova s'approchant d'un écran placé contre la vitre de l'enclos. Dès que l'image de Laurent apparaissait, son comportement changeait visiblement. Elle s'approchait, reniflait l'écran, puis émettait le même miaulement caractéristique que Thomas avait entendu la nuit du sauvetage. « Elle le reconnaît », dit simplement Thomas, impressionné. « Sans aucun doute », confirma Claire. « Et ce n'est pas une simple réaction à une figure humaine. Nous avons testé avec des photos d'autres personnes et sa réaction était bien plus neutre. » Le professeur Delacroix semblait profondément pensif. Cela soulève des questions fascinantes sur la cognition sociale des félins sauvages. La capacité à reconnaître des individus spécifiques d'une autre espèce, à leur associer des expériences positives ou négatives, et à agir en fonction de cette association. Nous savions que c'était possible chez certains mammifères hautement sociaux comme les éléphants ou les grands singes, mais le documenter chez un prédateur généralement considéré comme solitaire et farouche. C'est un changement de paradigme, compléta Eva, et cela pourrait avoir des implications importantes pour nos stratégies de conservation. Thomas écoutait ces échanges scientifiques avec intérêt, mais une question plus pragmatique le préoccupait. Qu'arrivera-t-il à Nova et son petit quand ils seront guéris? Ils seront relâchés dans la nature? Un silence gêné s'installa, et Thomas comprit qu'il venait de toucher un point sensible. « C'est justement ce dont nous discutions avant votre arrivée », dit finalement Marc, « et les avis sont partagés. » Claire développa. « D'un côté, notre mission est de soigner les animaux sauvages pour les rendre à leur habitat naturel. C'est le protocole standard, et il y a de solides raisons éthiques pour cela. Mais d'un autre côté, intervint le professeur Delacroix, Nova et son petit représentent une opportunité scientifique exceptionnelle. Leur comportement unique pourrait nous permettre de mieux comprendre les capacités cognitives des félins sauvages, avec des implications potentielles pour la conservation de l'espèce. « Vous suggérez de les garder en captivité ?» demanda Thomas, incertain de ce qu'il devait penser de cette perspective. « Pas exactement », nuança Eva. « Nous envisageons plutôt une solution intermédiaire, un programme de recherche in situ, dans un vaste enclos semi-naturel, où Nova et son petit pourraient vivre dans des conditions proches de leur habitat naturel, tout en permettant une observation scientifique non invasive. » Thomas comprenait le dilemme. D'un côté, ces lynx méritaient leur liberté. De l'autre, ils pourraient contribuer à la protection de leur espèce en participant à cette recherche. « Et qu'en pense Laurent ?» demanda-t-il, se rappelant l'attachement évident du photographe pour ces animaux. « Nous devons encore en discuter avec lui, » répondit Marc. « Mais sa perspective sera certainement précieuse, étant donné sa relation particulière avec Nova. » La conversation fut interrompue par le téléphone de Claire qui sonnait. Elle s'excusa et s'éloigna pour répondre, revenant quelques minutes plus tard, avec une expression à la fois surprise et inquiète. « C'était l'hôpital », annonça-t-elle. « Laurent Meunier a signé une décharge pour quitter l'établissement contre avis médical. Il est en route vers ici. » La nouvelle de l'arrivée imminente de Laurent créa un mélange d'inquiétude et d'anticipation parmi le groupe. Thomas, qui connaissait maintenant bien le photographe, n'était pas vraiment surpris par cette décision impulsive. La passion de Laurent pour ses félins dépassait visiblement les considérations de sa propre santé. « Je vais l'attendre dehors », proposa Thomas. « Il aura besoin d'aide avec ses béquilles dans la neige. » Marc acquiesça et l'accompagna jusqu'à l'entrée du centre. Ils n'eurent pas à attendre longtemps avant qu'un taxi n'apparaisse sur la route sinueuse menant au bâtiment.
Laurent en descendit laborieusement, s'appuyant sur des béquilles, son visage pâle, trahissant l'effort que ce déplacement lui coûtait. « Vous êtes complètement fou », l'accueillit Thomas en s'avançant pour l'aider. « Vous devriez être à l'hôpital. » Laurent esquissa un sourire fatigué. « Je ne pouvais pas rester allongé là-bas, en sachant qu'on discutait de l'avenir de Nova sans moi. » Il salua Marc d'un hochement de tête. « J'ai croisé votre collègue André ce matin. Il m'a parlé des chercheurs suisses et de leurs propositions. » Marc aida Thomas à soutenir Laurent jusqu'à l'entrée du centre. « Vous avez fait tout ce chemin pour donner votre avis sur la question ? » « J'ai fait tout ce chemin pour voir Nova, » corrigea doucement Laurent. « Le reste, on verra. » À l'intérieur, Claire, le professeur Delacroix et Eva accueillirent Laurent avec un mélange de réprobation professionnelle et d'admiration pour sa détermination. Après de brèves présentations, Claire insista pour que Laurent s'installe confortablement dans un fauteuil roulant avant de le conduire vers l'espace d'observation. Le visage du photographe s'illumina dès qu'il aperçut les lynx à travers la vitre. « Elle a l'air tellement mieux », murmura-t-il, observant Nova qui se déplaçait avec une aisance retrouvée, sa blessure visiblement moins handicapante. Et le petit a grandi. « Ils sont tous les deux en excellente santé », confirma Claire. « Nous discutions justement de leur avenir quand nous avons appris votre arrivée. » Laurent se tourna vers elle, son expression soudain plus grave. « J'ai entendu parler du programme de recherche que propose le professeur et Dr Müller. Je voudrais comprendre exactement ce que ça implique pour Nova et son petit. » Le professeur Delacroix s'approcha, visiblement impatient d'expliquer son projet. « Monsieur Meunier, nous proposons de transférer ces deux lynx dans une réserve spéciale dans le Jura suisse, un vaste espace clôturé de près de 50 hectares, reproduisant fidèlement leur habitat naturel. Ils y vivraient en semi-liberté, protégés des dangers comme le braconnage ou les accidents routiers, tout en permettant une observation scientifique non invasive. »« Ce ne serait pas un zoo, » précisa Eva, « mais plutôt un sanctuaire dédié à la recherche sur le comportement social et cognitif des lynx. Les découvertes pourraient être cruciales pour améliorer nos stratégies de conservation. » Laurent écoutait attentivement, son regard alternant entre les scientifiques et les lynx derrière la vitre. Et l'alternative serait de les relâcher dans la nature, ici, dans les Alpes. Marc hocha la tête. C'est le protocole habituel. Nova connaît déjà ce territoire, et son petit est né ici. Mais il serait exposé aux mêmes dangers qui ont failli leur coûter la vie, compléta Laurent, comprenant le dilemme. Un silence pensif s'installa, chacun pesant les arguments éthiques et scientifiques de la situation. Ce fut Thomas qui, finalement, posa la question que tous évitaient. Est-ce qu'on pourrait demander à Nova ce qu'elle préfère ? Sa suggestion fut accueillie par des regards surpris, puis des sourires compréhensifs. Ce n'était pas une idée aussi farfelue qu'elle aurait pu paraître quelques semaines plus tôt. Cette femelle lynx avait démontré une capacité de choix et de raisonnement qui défiait les conceptions traditionnelles. « En fait, » dit lentement Claire, « il y a peut-être un moyen de le savoir. » Elle expliqua son idée, créer une situation où Nova pourrait choisir entre différentes options représentant la vie sauvage ou le sanctuaire. Bien sûr, ce ne serait pas un choix pleinement informé, comme pourrait le faire un humain, mais cela donnerait au moins une indication de ses préférences instinctives. Le test fut préparé pour le lendemain. Laurent, qui avait catégoriquement refusé de retourner à l'hôpital, fut installé dans un petit appartement de fonction du centre. Thomas, dont la fascination pour cette histoire ne cessait de croître, obtint un congé exceptionnel pour assister à l'expérience. Au matin, l'équipe se réunit autour de l'enclos des lynx. Claire avait conçu un dispositif ingénieux, 2 portes menant à 2 zones distinctes. La première simulait un environnement forestier dense et naturel, avec des odeurs de territoire sauvage. La seconde reproduisait un environnement plus structuré, avec des éléments qui avaient été appréciés par Nova durant sa captivité,
notamment des plateformes d'observation et des dispositifs d'enrichissement qu'elle avait appris à utiliser. Nous allons ouvrir les deux portes simultanément, expliqua Claire, et voir laquelle Nova choisit d'explorer. Ce n'est pas scientifiquement rigoureux, bien sûr, mais ça nous donnera une indication. Laurent, assis dans son fauteuil roulant, observait la scène avec une intensité palpable. Thomas se tenait à ses côtés, tout aussi fasciné par ce qui allait se produire. Les scientifiques suisses prenaient des notes, tandis que Marc documentait tout en vidéo. À un signal de Claire, les deux portes s'ouvrirent. Nova, qui observait attentivement depuis sa plateforme, descendit lentement, reniflant l'air. Son petit la suivait comme toujours, attentif à chacun de ses mouvements. Elle s'approcha d'abord de la porte menant à l'environnement, sauvage, reniflant avec intérêt les odeurs familières de la forêt. Puis, à la surprise de tous, elle se dirigea vers la seconde porte, celle de l'environnement structuré. Mais elle ne franchit aucune des deux ouvertures. Au lieu de cela, elle revint vers la vitre d'observation, fixant directement Laurent de ses yeux ambrés. Son petit imita son comportement, s'asseyant à ses côtés, leur regard focalisé sur le photographe. « Elle me reconnaît », murmura Laurent, ému. « Elle attend quelque chose de moi. » Claire et les scientifiques échangèrent des regards stupéfaits. Ce comportement dépassait leurs attentes les plus audacieuses. « Elle vous fait confiance », dit doucement Thomas. « Peut-être qu'elle attend votre permission ou votre conseil ?» Laurent réfléchit un instant puis demanda « Puis-je entrer dans l'enclos ?» Claire hésita, évaluant les risques. « C'est contraire à tous nos protocoles. Même si Nova semble vous reconnaître, elle reste un prédateur sauvage. » « Un prédateur qui m'a sauvé la vie, » rappela Laurent, « et à qui j'ai sauvé la sienne. Je crois que nous avons dépassé le stade des protocoles standards. » Après une brève consultation avec le professeur Delacroix et Marc, Claire accepta finalement, à condition que Laurent reste près de la porte et que plusieurs soigneurs se tiennent prêts à intervenir en cas de besoin. Quelques minutes plus tard, Laurent se retrouvait dans l'enclos, assis sur une chaise juste à l'intérieur de l'entrée, ses béquilles posées à côté de lui. Thomas et les autres observaient avec une tension palpable à travers la vitre. Nova s'approcha lentement, son petit légèrement en retrait. Il n'y avait aucune agressivité dans sa démarche, seulement une curiosité prudente. Elle s'arrêta à 2 mètres de Laurent, le fixant de ses yeux perçants. « Bonjour Nova », dit doucement Laurent. « Tu te souviens de moi ?» Comme en réponse, la femelle lynx émit ce même miaulement caractéristique que Thomas avait entendu la nuit du sauvetage. Puis, dans un geste qui laissa tous les observateurs stupéfaits, elle s'approcha encore et posa brièvement sa tête contre la main tendue de Laurent avant de reculer. Ce contact fugace contenait toute la complexité de leur relation, ni tout à fait sauvage, ni tout à fait domestique, quelque chose de nouveau, à la frontière de 2 mondes. La décision fut prise dans les jours qui suivirent. Nova et son petit seraient transférés au sanctuaire suisse, non pas comme simple sujet d'étude, mais comme pionnier d'un nouveau programme de conservation. Laurent, dont l'expertise et le lien unique avec ses lynx étaient désormais reconnus, fut invité à collaborer au projet en tant que photographe et observateur privilégié. Thomas, quant à lui, retourna à son travail d'ambulancier, mais avec une perspective transformée. 2 mois après ces événements extraordinaires, alors qu'il conduisait son véhicule sur une route de montagne, il aperçut furtivement une silhouette tachetée dans les bois. Un autre lynx, peut-être, poursuivant sa vie secrète, loin des regards humains. Cette brève vision lui rappela que même les rencontres les plus improbables peuvent créer des ponts entre des mondes que tout semble séparer, celui des humains et celui des créatures sauvages qui partagent discrètement notre planète. Et parfois, dans des circonstances exceptionnelles, ces mondes se rejoignent, révélant des vérités que la science commence à peine à explorer, que la conscience, l'intelligence et l'empathie
transcende peut-être les frontières des espèces d'une manière que nous commençons seulement à comprendre,